d'épargnants, de gestion de la liquidité, quelle quantité de l'argent on peut octroyer en crédit, quelle quantité de l'argent on doit garder, quelle quantité de l'argent on doit mettre en banque. Et ça, c'est pas mon métier, mais j'ai une compréhension de ce métier-là, de mon rôle de créateur d'une application d'épargne. Donc, la raison pour laquelle l'ASSO est sécurisée, c'est parce qu'il y a une institution qui est contrôlée par la BCAO, qui a un contrôle régulier toutes les années, qui gère ton argent. Peu importe ce que je vais te dire d'autre, ou que quelqu'un d'autre va te dire d'autre, c'est ce qu'on appelle papoutage. Bullshit. Bullshit. Ensuite, sur la sécurité financière de façon technologique. Je ne vais pas te dire que mon application n'est pas sécurisée. Donc, je veux être totalement honnête avec toi. Malgré que je te dise que mon application est sécurisée, la seule chose que je peux te dire, c'est vrai. Parce que moi, professionnellement, je mets un point d'honneur et j'attache mon intégrité, la valeur de ma personne, à ma capacité à faire une application qui respecte toutes les normes de sécurité. Donc je peux te dire qu'on travaille avec les meilleurs du monde. On travaille avec Google, on travaille avec Apple, que notre application est validée par Google, Apple, que si je vais sur mon dashboard Google Play Store, je fais partie des applications qui ont un score de web négatif. Ça veut dire que quand tu prends la moyenne des applications qui existent dans le monde, nous on a moins de bugs que la norme. Donc on n'a pas de bugs, on a quelqu'un qui est formé, qui a un diplôme d'ingénieur en développement informatique. Je peux te dire que dans un plan de développement, bientôt on aura ce qu'on appelle du pen testing. Donc l'application sera testée. On a des sites où l'application est testée pour des tests d'intrusion. On va essayer de nous marquer dans un cadre formel, dans un cadre qui est encadré. Donc on va recruter des gens et on va leur dire essayer de voler l'argent des gens. Et on va voir s'ils vont y arriver. S'ils trouvent des failles, ils vont trouver des failles ici, là. Mais ce sera fait de façon encadrée et leur rôle ne sera pas de voler votre argent, bien sûr. Et enfin, dans la prochaine mise à jour, on va déployer la collecte de l'épargne avec KKP, qui est un agrégateur de paiement, un véhicule pour transférer l'argent de ton compte vers le compte de la sous. Et sur le compte de la sous, la personne qui développe les fonds, c'est Finatel. Il y a un projet. Donc, ce n'est pas que moi, la famille du Jordan, on peut se lever demain, aller prendre ton argent et donc, si tu me parles de sécurité, il y a la sécurité qui vient de nous en tant qu'ingénieurs technologiques et il y a la sécurité qui vient du régulateur et de l'institution de microfinance qui encadre notre activité. Non, il y a quelqu'un qui demande dans les commentaires est-ce que ASSO abordera la DRGM? Je ne suis pas conseiller en investissement, c'est un métier, donc malheureusement non. Il y a des formations qui se font sur Internet pour ça. Il y a plein de gens qui forment à la DRGM et je dirais qu'il y a plein de tutos gratuits pour apprendre à investir. Si vous avez trop peur, passez par de l'actif sous gestion. C'est-à-dire vous créez votre compte dans une AGI, dans une SGI plutôt, et vous leur demandez à eux d'investir à votre place une fois qu'ils ont défini votre profil de risque. Sinon, vous pouvez apprendre à investir en bourse. Il y a plein de cours qui se font. Je ne sais pas, je ne pense pas que demain je vais prendre le risque de commencer par conseiller aux gens de mettre l'argent en bourse. Et si ils ont un moins de 10% en un an, il y en a dit, c'est toi qui m'as dit d'acheter ça. Donc voilà. Question encore. Lui, il avait 3 questions. En attendant, je pense qu'on la vote. Oui. Ok. Je vais demander dans le premier lieu pourquoi utiliser ASSO. ASSO, ça veut dire tontine dans l'Irak. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est une application pour légaliser la pratique de la tontine. Pour ceux qui font les tontines, on a un module aujourd'hui qui est encore disponible, demain ce ne sera plus, parce qu'on va le développer. Pourquoi? On va le shut down. Pourquoi? Parce que les gens ne font pas la cantine, ils font de l'épargne. Vous n'avez pas fait assez de promotion de ça? Oui, ça va venir avec le temps.
Pour ce qui est de la cantine, tu peux expliquer. On a fait de la promotion, on a parlé. Je vais t'expliquer une chose. Quand tu dis je fais de la cantine, et tu dis je fais de la cantine, et que tu attends que ce sont 10 personnes, et que 0 personne vienne en 4 mois, tu prends une conclusion. 4 mois à prendre la même énergie à dire je fais de la cantine. Tu prends un jour, tu dis je fais de l'épargne, et 10 personnes arrivent, tu sais là où il y a les gens. Donc aujourd'hui, on apporte une approche différente. Avant, toi, tu viens sur la soupe, tu crées ta cantine. Tu es organisateur de cantine, tu crées ta cantine, tu invites les gens que tu veux. Nous, si on t'analyse et on voit que tu es quelqu'un de sérieux, on te permet d'organiser la cantine sur l'application, mais c'est toi qui prends l'engagement que tes participants vont payer. Une fois que tu organises ta cantine sur l'application, les gens rentrent dans ta cantine, tu le fais comme tu veux, et puis à la fin, chacun prend son argent. Si tu gagnes de l'argent sur la cantine, Asou te paye l'argent que tu gagnes. Parce qu'il y a des organisateurs qui gagnent une mise, un certain pourcentage de l'argent qui est cotisé. Donc, on a fait ça. Et il y a très peu de gens qui ont utilisé le produit. Et la deuxième chose, c'est que les organisateurs ne veulent pas, pour certains, partager leurs revenus. Et parfois, les participants ne veulent juste pas installer une application qu'ils ne connaissent pas. Ils ont été traumatisés par ICC, par plein d'éléments. Donc, on a décidé de prendre une autre approche. On permet aux gens de faire de l'épargne. Ceux qui font sérieusement de l'épargne sur notre appli, on leur active la fonctionnalité continue. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on te connaisse suffisamment pour activer la fonctionnalité tontine pour toi. Si on te connaît suffisamment, on active la fonctionnalité tontine pour toi, tu peux faire la tontine. Si tu rates ta tontine, la fonctionnalité est désactivée. Donc c'est plus ça, c'est pas qu'on coupe la tontine, c'est juste qu'on restructure notre approche pour que ce soit mieux fait. Pour un début, est-ce que si vous diminuez le taux que vous prélevez aux organisateurs, ça va les attirer plus à passer par votre application? Quel taux on prend aux organisateurs? 20%. J'ai vu, oui, c'est beaucoup selon moi. Ok. Je te donne un exemple tout simple. Un organisateur. Au moins pour le début, les attirer d'abord. Dès qu'ils seront installés, expliquer l'augmentation ensuite. Non, je vais t'expliquer ça en chiffres. Parce qu'au-delà de vouloir aider les gens, il y a des réalités économiques. Donc, aujourd'hui, chaque 100 000 épargnés sur Asou nous coûte 1 000 francs. Pour chaque individu qui met 100 000 sur Asou, en frais MTN, on paie. On paie pour l'utilisateur. Tous ceux qui utilisent Asou, on leur donne 1% par défaut. Parce que quand tu recharges 100 000, tu retires 100 000. Voici un organisateur qui va faire une tontine où chaque mois, 10 personnes vont mettre de l'argent. Que nous, sur lesquels on va supporter les frais. Donc ils vont cotiser peut-être 100 000. Lui, il va prendre 10 000. Donc ça fait 110 000 qu'ils vont cotiser. Au retrait aussi, on perd de l'argent. Donc ils vont cotiser 110 000, quelqu'un va retirer 100 000. Et nous, on veut prendre 2 000. Et il dit non. Maintenant, est-ce que vous avez essayé de négocier les frais que vous payez à MTN? Ça se négocie. Si tu as un dessous de 20%, c'est que ils perdent de l'argent. Le plus bas, c'est 1%. C'est ce qui a payé une bonne, c'est ce qui a payé. On va utiliser ce qui a payé, on va payer 3%. Eux, ils ont négocié. Tu comprends? Qui a gagné pas d'argent, si tu penses qu'il gagne de l'argent, il ne gagne pas d'argent. Il ne gagne pas d'argent. 1%, c'est le tout. Non, c'est juste. Moi, je le comprends. Hein. On a eu plein de problèmes sur la cantine. Et aujourd'hui, on veut juste la restructurer. Parce qu'on pense que des gens qui sont suffisamment sérieux pour épargner et qui montrent leur historique d'épargne sont des gens qui ont pas avoir confiance pour leur permettre de faire de la cantine. Ce que toi, tu ne vois pas, pour 2 000 francs, nous on prend le risque que l'un de ces participants-là parte avec l'argent de la cantine. Parce que l'engagement moral de la chose, c'est que peu importe ce qui se passe, ce que tu cotises, tu ramasses. Donc nous, pour permettre à quelqu'un de gagner 8 000, on va prendre le risque de perdre 100 000. Mais même en dehors de ça,
On empêche de faire de l'illégal. Parce que faire de la torture sur WhatsApp, c'est illégal. On t'empêche de faire de l'illégal. Tu récupères ton argent en cas de vol. Ça, c'est le truc qui arrive le plus dans les tontines. Et on paye encore des frais. Donc, au final, on ne gagne rien du tout à faire ça. Donc, si c'est attirer les autres, on a déjà essayé. Si tu fais une tontine et que tu ne prends pas d'argent, la tontine est gratuite. C'est sûr que ça. Mais on paie de l'argent. Mais si tu veux prendre de l'argent, Mais vous avez essayé de passer par les banques internationales qui sont au Bénin pour faire le dépôt de Mobile Money MTN vers mon compte UBA. Ça ne prend pas les 1%. Hein. Ça prend moins que ça. De compte MTN Mobile Money vers mon compte bancaire UBA. Ça prend moins de 1%, je pense. Ça, c'est pas tranche. Il y a des tranches. Oui. Si vous, au lieu de vous associer avec une microfinance comme Finadev, si vous associez avec une banque internationale. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que les idées, c'est facile. Hein. Avoir de vraies idées, c'est facile. Moi, j'ai déjà rencontré des banques au Bénin. On a rencontré des banques, on a eu des réunions avec le directeur général de banque, directeur commercial de banque, tout ça, vous connecter, tout ça. C'est beau et c'est intéressant l'idée. Mais de façon opérationnelle, ça demande beaucoup plus de travail que l'idée de la chose. Donc moi, j'aimerais que tous ceux qui reçoivent leur salaire puissent initier un débit automatique vers leur compte assurance. On a pris de tontine, les gens n'ont pas utilisé la tontine. On a pivoté vers de l'épargne, les gens font de l'épargne. Donc maintenant qu'on sait ce que les gens peuvent faire avec l'appli, on peut essayer d'imaginer un modèle de rémunération. Un modèle économique derrière. Donc, la première étape pour nous, c'est make it work. Donc, on se concentre à faire quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui répond aux besoins des gens. Et notre utilisateur le plus actif aujourd'hui, c'est un livreur qui épargne 500 par jour, sauf les dimanches. En février, on est le 28, il a épargné 23 jours différents sur les 28. Et quand on fait la moyenne, parfois il épargne 500, parfois il épargne 700. Quand on fait la moyenne, il épargne 500 par jour. Ce livreur-là, à la fin de la journée, il se dit j'ai besoin d'un endroit où mettre 500 et où je ne vais pas y toucher parce que si c'est sur mon nom, je vais peut-être y toucher. On a un de nos utilisateurs qui vit en Chine et qui fait des activités au Bénin. Depuis qu'on a Asou, chaque fois qu'il fait un bénéfice, il met ça de côté sur Asou. Ça ne reste plus sur mon nom 2800, 4000. 5 000, 3 500, 200, 500, 1000 francs. Et cet argent-là, il prévoit de pouvoir, pour une première fois, rentrer au Bénin avec un. Donc, on a trouvé un usage. Quand vous faites une activité, quand vous faites quelque chose, là, on est plus dans le côté entrepreneurial, il faut trouver l'usage qui répond à un problème. On a trouvé l'usage qui a aidé les gens à épargner. On aurait pu ne pas faire ceci à l'école de l'épargne, quand on se casse la tête à venir enseigner aux gens pourquoi il est important d'épargner. On peut s'en priver. Mais on le fait quand même. Parce qu'on pense qu'il est important d'aider notre génération à ne pas devenir faire une cagnotte pour aider le frère d'Ago à faire son influencer. Non, je suis sérieux. Moi, je suis perdu quand je vois ça. On est dans une génération où nos aînés sont obligés de faire des cagnottes pour survivre. On est dans une génération où les gens disent qu'ils sont freelance, qu'ils sont tiktokers, influenceurs et qui n'ont aucun projet pour sécuriser leur avenir. Et on s'en fout, hein? Personne n'y pense. Tant qu'on mange aujourd'hui. Et moi et Jordan, on s'est donné la mission d'amener un outil qui apporte du changement dans ça. Donc aujourd'hui, on ne gagne pas d'argent. Demain, on va limiter les retraits pour que ce soit une appli d'épargne. Si vous voulez une banque où vous allez déposer le matin et sortir le soir, il y a des banques, il y a plein de produits qui vont être dans le Bénin qui vont servir de banque avec des modèles économiques. Nous, on a commencé par l'épargne. Une fois qu'on aura limité la quantité de retraits, c'est pas que c'est impossible de retirer. Parce que si tu retires au-delà de ça, tu vas payer une certaine commission qui va couvrir les frais financiers. C'est bon. Et c'est ça la nuance. Parce que quand on parle de rentabilité, ça veut dire qu'on couvre tous les coûts
et il reste de l'argent pour nous payer un salaire. Assou ne peut pas me payer 100 000 par mois, même 52 000 ne peut pas me payer. Assou ne peut pas me payer le SMIC. Ça implique, si Assou doit me payer le SMIC, que Assou puisse, sur tout ce qui est déposé, dégager 52 000 fois 2, on est 2, ça fait 104 000. Donc je vais faire le calcul plus les frais d'assurance. Bon, c'est même méchant. Supposons qu'on va être payé au SMIC et que par un quelconque miracle, Assou dégage 104 000. Ce que le modèle économique de l'épargne, c'est tu mets l'argent dans une institution de microfinance, Dieu merci, on a une institution. L'institution te rémunère une fois qu'elle a fait le crédit avec cette épargne dans les taux réglementés. Donc, l'institution de microfinance va dire que Assou doit être en capacité de s'assurer qu'il y a un certain montant que les autres ne vont pas retirer sur 3 mois ou 6 mois. Donc, supposons quel montant, si on nous paye 2%, supposons qu'on nous rémunère 6%, qu'on donne 4% d'utilisateurs, qu'on garde 2%. On va supposer ça. Quel montant il faut pour que 2% de ce montant-là soit 104 000 au bout de 6 mois? Donc, quand on parle de rémunération, on ne parle pas de rentabilité, on parle de rémunération. Donc, ça veut dire que 104 000 équivaut à 2%, 100% équivaut à combien? 100 fois 104 sur 2. Je vais faire fois 100. 60 sur 2. Donc, il faut 5 200 d'argent collecté, bloqué sur 6 mois pour qu'on puisse se payer un SMIC à 2. Pour 1 mois. Pour 1 mois. Donc, c'est là où nous, on va améliorer notre produit pour encourager l'épargne longue durée. Ceux qui déposent et retirent le même jour, on ne va pas se permettre de financer leur activité. J'ai une question. Donc, Mr. Guy a posé la question de la rentabilité, ce n'est pas pour bientôt. Mais on travaille à un modèle de revenu et ça va venir avec le temps. Oui, j'ai une question. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir la microfinance au lieu des fonds communs de placement? Qu'est-ce qui nous a poussé à choisir la microfinance au lieu des fonds communs de placement? Voyez, la microfinance, vous avez dit qu'il vous faut minimum 6 mois que la microfinance puisse faire fructifier cet argent avant de vous. Mais les fonds communs de placement et. On parle le droit de collecter l'épargne publique. En fait, C'était là au début. Non. Ok, nous parle le droit de collecter l'épargne publique. Il y a après, aujourd'hui, les questions. Vous êtes sûr? Peut-être parce que vous posez des questions qui sont non entrepreneuriales que d'épargne. Non, c'est l'école de l'épargne. Je vais répondre à cette dernière question-là qui est hors entrepreneurial. Ce qu'on fait là, il y a beaucoup d'ingénierie juridique et il y a ce qu'on va appeler la technicalité. Un fonds commun de placement ne collecte pas l'épargne. Oui, mais vous pouvez vous proposer en tant qu'apporteur d'affaires. Oui, laisse-moi te répondre. En fait, ne suppose pas que je n'ai pas fait la démarche. Je ne suppose pas ça. Oui, enfin, tu me dis, on aurait pu aller dans un fonds commun de placement. Ça implique 1. On a trouvé un fonds commun de placement. 2. On a eu une conversation avec eux. 3. Que nos métriques sont suffisamment intéressantes pour le fonds commun de placement pour qu'ils veuillent nous recevoir et pour qu'ils veuillent nous calculer. Oui. Tu ne vas pas avec, voilà un fonds commun de placement, j'ai une idée intéressante, on va faire une application, les gens vont épargner et on va vous apporter de l'affaire. Tu es qui? Tu as quelle autorisation? Fais ce que tu fais, personne dégage. On en a vu les institutions. Donc, par défaut, dis-toi qu'on a fait fonds commun de placement, banque, institution de microfinance. Le ministère de Finances. Donc, dis-toi qu'on a vu tout le monde. Et dans tout le monde, il y a ceux qui vont te donner l'apport d'intention. Ils vont dire, ah, envoie mon courrier. Tu vas envoyer le courrier. Tu vas espérer la réponse. Au Bénin. Et ensuite, on a ceux avec qui on a commencé par parler. Et on a ceux avec qui on est arrivé à un stade où on a un partenariat, on est allé chez le notaire et on va vous lire un accord de partenariat. Et on a dit non, c'est 2%, non, c'est 4%, non, c'est 6%. Vous n'êtes personne sans nous, vous n'allez pas marcher, donc c'est 4%.
Non, mais c'est la vérité, c'est la vraie vie, c'est pas. C'est pas l'école de l'école. C'est la vie réelle. C'est la vie réelle parce que tu dois venir en face de la personne avec un potentiel. Et comment est-ce que tu justifies que tu as du potentiel, que tu as de la passion, que tu as de l'usage, si tu n'as rien et que tu ne peux rien sans ce premier placement? Donc, le fonds de commun de placement, après ce que ça change sur Assou, c'est que Assou n'a plus une application d'épargne. C'est une application de parrainage d'apporteur d'affaires. Voilà. Et que ceux qui viennent souscrire à un fonds commun de placement dans l'application savent ce qu'ils font. Donc tu vas aller vers les gens. Moi je peux dire aux gens, tu vas faire ton truc seul, ils comprennent. Mais je vais leur dire, tu vas faire ton commun de placement seul. C'est un peu plus compliqué à faire. Tu as une question sur l'école de l'épargne? C'est bon. C'est bon. Donc, est-ce qu'il y a une question sur l'épargne? Comment épargner? Oui. Bon, je veux revenir sur Assou. C'est concernant les autorisations. J'imagine que vous avez fait la démarche déjà. Je veux savoir si vous avez déjà les autorisations pour avoir une solution comme ça ou bien si c'est toujours. On l'a dit plusieurs fois, on a l'accord de principe avec une institution de microfinance qui s'appelle Finadev SA, à un capital de 300 millions de francs CFA qui nous autorise à collecter l'épargne publique pour eux. Donc, qu'est-ce que tu appelles autorisation? Vous êtes enregistré à quel régime? Vous étiez régulé par les autorités. Quelle autorité? Les marchés financiers. On ne connaît pas d'argent. On n'est pas sur les marchés. On n'est pas sur les marchés. On est une application. Et eux, ils gèrent la finance. C'est eux qui sont sur le marché financier. On est une application. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, apporteur d'affaires qui dit là, c'est ça, on est pour Finadev. Exactement. Donc, quand tu crées un compte sur Assou, tu crées un compte chez Finadev. Et il y a un lien entre Assou et les serveurs de Finadev. Donc, quand tu places ton argent sur Assou, dans les livres de Finadev, c'est écrit que tu as fait une recharge. En ton nom et prénom. En ton nom et prénom. Quand tu redis l'argent de Assou, c'est écrit dans les livres que tu as retiré. Maintenant, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on habille ton argent. Donc, on te permet, chez Finadev, tu as 100 000. Chez Assou, tu as une caisse que tu as 10 000. Et tu as une caisse que tu as 40 000. Donc, on est apporteur d'affaires de Finadev. On est connecté à leur base de données. On se connecte à leur base de données. Les Finadev fait quoi avec l'argent? Ça, c'est pas notre métier. C'est comme la CNSS. C'est pas notre métier. Nous, on est une entreprise de technologie. On développe une application et on développe les stratégies pour communiquer autour de l'application. Et ça se limite à ça. On a voulu aller plus loin parce qu'on s'est rendu compte que pour que les gens épargnent, il faut qu'ils comprennent ce que c'est que l'épargne et pourquoi c'est important. Et on a décidé de faire des animations pour expliquer aux gens c'est quoi l'épargne. On peut s'en passer, mais c'est notre contribution à ce qu'on voit par notre application que comme une application. On dit on est un partenaire financier pour la vie. Et un partenaire, quelqu'un qui est dans ta vie pour la vie, t'aide à réaliser tes projets, à t'accomplir. C'est vraiment dans ce contexte-là. Si je décidais d'épargner 110% vers le revenu. Waouh! Non, 110% vers le revenu. Vu qu'il y a 3 types d'épargne, quelle serait la répartition idéale pour prendre le moins de risques possible dans diminuer l'investissement, mais aussi avoir un matelas de sécurité? On demandait à ChatGPT. Quand tu lui dis de réfléchir de manière, comment on dit ça, capitaine, et qui va te donner la réponse, parce que ça c'est vraiment très technique ce que tu me demandes. 110%, c'est limiter le risque. Sur 100 minutes, Non, oui, mais s'il vit chez ses parents, et ses parents payent l'électricité, l'eau, Non, il faut le faire. Il Il faut le faire. Il faut la retraite à 40 ans. Il faut le faire. Si vous pouvez épargner 40% de votre revenu, épargner jusqu'à atteindre quelque chose. Il y a des gens qui vivent chez leurs parents qui ont cette grâce-là. Moi, je me ferais qui vivent chez mes parents. Bon, quand je vis chez mes parents, pas chez mon père, mais dans une maison de papa, parce que, voilà, papa, on a fait plusieurs et te permet de vivre.
tu n'as pas le loyer à payer. Ça peut représenter jusqu'à 50% de ton salaire. Et pas le... Si salaire, tu en as. Si salaire, tu en as, bien sûr. Salaire, tu en as. Donc, si vous pouvez vivre chez vos parents, vivez chez vos parents. Si vous pouvez épargner plus de 50% de votre vie, vous faites. Et tu demandais quelle répartition. Moi, je t'aurais dit, il faut prendre la décision d'épargner suivant ce que tu veux. Tu as 20 ans, tu as dit. C'est le moment où tu prends le plus de risques. Tu n'as presque rien à mettre. Tu n'as pas une femme, un enfant qui sont épargne. Tu peux mettre 100% d'épargne, tu peux aller voir une SGI, tu peux demander à tes parents de mettre une SGI et dire que tu veux le niveau de risque le plus élevé, tu veux qu'ils mettent ton argent que dans des actions, tu ne veux aucun. Même à 20 ans, je ne pense pas que ce soit intéressant d'avoir des obligations d'État. Ça ne te sert à rien. 7%. Tu es jeune. Donc, même si tu perds tout ton argent dans 10 ans, tout l'argent que tu auras passé dans les 10 prochaines années, tu auras mon âge. Et tu pourras recommencer. Si tu prends les 10 prochaines années, tu épargnes 10 000, 100 000, 100 000, et tu perds tout en 10 ans, tu remportes toute ta vie devant toi. Parce que si tu le vis jusqu'à 100 ans, à 30 ans, tu auras vécu le tiers de ta vie, ou moins du tiers. Donc à 30 ans, c'est ce qu'on dit. Si tu fais 30 fois 3, tu touches à 10. Donc à 30 ans, tu auras vécu le tiers. Aujourd'hui, si on enlève la maternelle, le CI, le CP, l'université, dans la vie active, tu n'as pas encore un an. À 18 ans, tu as eu le bac. Si tu es prématuré, 16 ans. Si tu es prématuré. 16 ans. Tu as fait 3 ans à l'université. 19 ans. Tu as travaillé à côté. Donc tu es vraiment dans la vie active. Tu es en force. Très jeune. La CNSS, je ne te connais pas encore. Ils te connaissent. Donc, épargne tout ce que tu peux voir. Il faut voir. Moi, je suis à AGI. Je suis dans une SGI qui s'appelle AGI. Après, il y a plein d'autres SGI. Il y a les SGO. La seule chose que je vais te dire, c'est qu'il faut limiter ton exposition. En matière d'investissement ou en matière de placement, imagine que tu mets tout ton argent au Bénin, en épargne, à la BOA, et que la BOA a un problème. Ce que ça fait, c'est que tu es exposé à la BOA. Donc tu mets un peu à la BOA, un peu à UBA, un peu au Togo, un peu au Burkina. Comme ça, même on fait que l'État au Burkina, la qu'il y a au Togo et au Bénin, on ça reste. Non, j'exagère. Mais c'est vraiment ça. Pour conceptualiser, il faut juste limiter ton exposition à un risque. Si tu gardes tout ton argent à la maison, ta maison brûle, tout ton argent à brûler, et il n'y aura personne pour pleurer avec toi. Et est-ce que vous avez fait s'engager son argent dans le devise étrangères? Au lieu que ça soit en français, pas à 100 $ ou en euros. C'est interdit au Bénin. Je ne sais pas comment tu veux mettre ton argent en devise et ton résidence fiscale au Bénin. Je n'arrive pas à conceptualiser ça. Mais je pense que tu risques de faire quelque chose d'illégal. Si tu le fais sans le faire bien. Et ce n'est pas quelque chose que je te conseillerais. C'est pas illégal. Devise étrangère, là, tout de suite. Si tu me le dis comme ça, c'est pas je illégal. ne vois pas comment tu fais. Tu achètes de la devise. Tout avec Ça, Je ne peux pas te dire en live quelque chose d'illégal. Mais il y a une vie juridique. On essaie de contourner. Non, le Jordan, pardon. Mais je ne trouve pas la valeur intrinsèque dans la crypto. Et moi, je n'investis pas. Je ne fais pas des cryptos pour la
c'était le chose. Ok. Donc personnellement, on l'a fait bien. Ça c'est un avis très personnel. Je ne mets pas mon argent dans les cryptos. Je sais que c'est une doctrine, c'est une façon de voir le monde. Et je sais que je peux gagner beaucoup d'argent en mettant de l'argent en crypto. Mais je ne le fais pas. Parce que moi je veux mettre dans des choses qui ont une valeur intrinsèque que je perçois, que je comprends. Je ne vais pas mettre de l'argent dans quelque chose que je ne comprends pas intrinsèquement jusqu'au premier principe. Mais je ne dis pas que c'est mauvais, c'est très bien. Il y a des dessins militantistes au franc CFA, ainsi de suite. Mais il faut étudier les choses dans lesquelles vous pouvez mettre de l'argent. Tous les blancs de Dieu du tout au niveau du like, je ne sais pas si vous avez des questions, vous n'avez plus posé de questions. L'homme le plus riche de Babylone. C'est un livre sur l'investissement. S'il n'y a plus de questions, on est à 16h14, on a commencé à 14h15, on a fait 2 heures de live. Merci à tous ceux qui ont suivi, merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. Je pense qu'il y a une collation à de l'eau et à manger. Un petit truc. Pour ceux qui ont fait le déplacement. Pour ceux qui sont en live, encore merci. C'est tous les samedis. J'espère que vous avez téléchargé à Zoom. Et le plus important, ce n'est pas de télécharger à Zoom, mais c'est d'épargner. N'oubliez pas. Et invitez vos proches aussi à épargner via Zoom. Merci beaucoup et à la prochaine.